Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h. C'est l'heure de décrypter ces marchés financiers, l'actualité financière et économique. Deux experts avec moi ce matin, David Calfon, le président fondateur d'Amaika. Bonjour David. Bonjour. Et Thomas Desno, associé gérant de Sycomore AM. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Messieurs, on commence, on a beaucoup de choses à dire, on est dans l'entre-deux tours, pas celui des régionales, bien sûr, ça c'est terminé, mais celui des banques centrales, tout simplement parce que, Mario Draghi a parlé, là on arrive avec la Fed, on va parler dans un instant. Je voulais vous faire rebondir sur l'actu qu'on a depuis 3 jours, celle des fonds américains d'obligations risquées, le fameux high yield, vous êtes spécialiste David, et là les Américains font face à des difficultés pour rembourser les porteurs de parts, il y a tout simplement plus de liquidité. Oui, en fait, on en est au troisième liquidation de fonds, Lucidus Capital, Stone Lion Capital, Third Avenue. Ah, c'est le troisième, j'en avais que 2 moi dans les tablettes. Ouais, Okay. Mais en fait, il y en a un qui a déjà liquidé, donc il annonce juste qu'il est en train de rendre l'argent à ses porteurs. Voilà. Alors, vous êtes spécialiste de ce marché du crédit, expliquez-nous comment ça se fait qu'on puisse tout à coup, qu'on se rende compte comme ça qu'il y a une falaise finalement, qu'on ne puisse pas rembourser les porteurs de parts. C'est tout simplement que les banques d'investissement qui avant fournissaient de la liquidité avec toutes les réglementations qui ont été imposées aux banques depuis la crise de 2008, tout simplement les stocks dont disposent tous les traders pour faire des prix, pour justement assurer cette liquidité, ces stocks, ils ont fondu. Ça a été réduit d'à peu près 75%, alors que dans le même temps, le montant des émissions, le montant des emprunts qui sont en circulation, a lui été multiplié par 3. Donc il y a un mismatch, il y a un déséquilibre complet entre le montant d'obligations qu'il y a à traiter, qu'il y a dans les portefeuilles, et la liquidité qui peut être assurée par les banques d'investissement. Donc aussi c'est le phénomène classique quand tout le monde essaye, se rue au guichet finalement, essaye de retirer son argent. Bon, les prix baissent, mais quand même on ne trouve plus de contrepartie en face. Effectivement, ça peut arriver. L'autre problème, l'une des causes de ce souci, c'est que avec les politiques extrêmement accommodantes des banques centrales, on a eu un effet d'éviction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui d'habitude avaient du rendement sur le monétaire, ont été obligés de prendre de plus en plus de risques parce qu'ils veulent maintenir leur rendement. Donc ils se disent, il n'y en a plus dans le monétaire, je vais aller en faire dans du un peu plus risqué. Ceux qui étaient dans le un peu plus risqué vont le chercher dans du beaucoup plus risqué, etc. Donc tout le monde a été poussé un petit peu en dehors de sa zone de confort, ce qui exacerbe la volatilité parce que quand vous avez un risque dans votre portefeuille que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, vous êtes beaucoup plus nerveux, les réactions peuvent être beaucoup plus rapides et un peu dangereuses pour l'équilibre des marchés. Vous pensez que ça va continuer cette situation, que ça peut faire tache d'huile sur d'autres compartiments ? Ça peut. Nous, on s'attend à ce que la volatilité, le regain de volatilité qu'on a eu cette année, on s'attend à ce que ce soit un élément plutôt permanent et que ça redevienne une composante essentielle des marchés obligataires. Ouais, Thomas Desno, je rappelais que ça ne rappelle pas évidemment des bons souvenirs, ces fonds qui se ferment, on avait vécu ça, c'est les prémices de la crise des subprimes avec des fonds, le premier c'était BNP en 2007 qui n'avait dû procéder aux mêmes mesures. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, plutôt de la prudence, notamment sur la zone américaine. Je partage un peu l'opinion de David. Le marché obligataire est souvent un indicateur anticipé du marché equity, donc du marché des actions. Donc on a aux États-Unis des valorisations qui sont assez élevées, un dollar qui est peu favorable. On a beaucoup d'opérations de M&A, de rachat d'actions. On sent un peu qu'on est un peu en haut de cycle sur les actions américaines et également sur les obligations qui commencent à se tendre sur les obligations à haut rendement. Donc on est plutôt très prudent sur les États-Unis. Et sur les actions, justement, vous pensez qu'on pourrait assister à une correction après 7 ans de hausse ininterrompue ? Aux États-Unis, oui. Après, il y a les cycles économiques qui sont là. Je pense que le premier semestre 2016 peut encore porter sur la dynamique macro les indices, mais à l'horizon 2017, le retour d'une récession est possible. Et vous savez, les marchés ont tendance à anticiper toujours ces phénomènes-là. Donc ça sera peut-être au cours du deuxième semestre 2016 que les tensions pourraient revenir et
On sait que entre le point haut du marché et le point bas lors d'un cycle de récession, le S&P a tendance à baisser de l'ordre de 25%. Ouais, 2016, bon, deuxième semestre, vous nous donnez un peu de temps, c'est bien. Ouais. En revanche, notre marché, lui, il n'a pas attendu pour baisser hein, depuis les Oui. annonces de Monsieur Draghi. Il en prend pour son grade, on a baissé en ligne droite de 7 à 8%, 9 séances de baisse, pas consécutives, mais presque. Là aussi, ça a été sévère. Comment vous expliquez cet excès peut-être du marché? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que le marché avait plutôt monté en amont de la conférence de presse de la BCE. Pourquoi? Parce que la BCE avait surcommuniqué selon nous et finalement lors de la post-réunion, il y a eu un phénomène un peu déceptif des mesures prises, une baisse des taux et on poursuit le quantitative easing de 6 mois, ce qui était ce que les gens globalement attendaient, mais le marché en veut toujours plus. Il a été un peu déçu, un peu de surcommunication. Depuis, il y a eu d'autres éléments. On a évoqué le marché des obligations à haut rendement qui ont alimenté aussi des tensions en Europe à travers une remontée légère des taux souverains et des taux périphériques. Donc ça aussi, c'est jamais très bon pour le sentiment. On a toujours des matières premières qui sont sous pression, le cuivre, le minerai de fer, le pétrole, tout ça aussi ce sont des baromètres qui sont de l'économie un peu mondiale qui ne sont pas très bien orientés. Donc voilà, tout ça s'ajuste au fur et à mesure. Après la baisse de 10% pour un mois de décembre, je pense qu'il est temps de commencer à se renforcer. On peut maintenant se renforcer. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a particulièrement pesé, c'est ces matières premières, pétrole en tête, passé sous les $40. Ça n'en finit pas de baisser depuis la dernière réunion de l'OPEP. Ça a alors il y a le physique évidemment, mais il y a aussi évidemment une tonne de papier adossé hein, justement dans les obligations souveraines et notamment sur le high yield. Donc ça entretient en fait ce pétrole qui baisse, peut-être cette crise des junk bonds qu'on connaît actuellement. Alors effectivement, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'aide pas parce que le secteur pétrolier est un secteur qui est largement représenté dans les indices, essentiellement aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, ça n'aide pas. Le problème également, c'est que le pétrole, prédire sa remontée pour l'année 2016, c'est un exercice qui reste compliqué. On a entendu parler hier d'un accord budgétaire aux États-Unis qui pourrait résulter en une augmentation des exportations américaines de produits pétroliers. Donc, ce serait une première. Hein. Une première, quand on sait qu'au même moment, il y a l'Iran qui va bénéficier de la levée des sanctions et qui va commencer à mettre sa production sur le marché, les autres pays arabes qui, eux, sont déterminés à ne pas perdre de part de marché, c'est un environnement compliqué pour cette matière première. Excès d'offres, la demande elle ralentit puisque la planète effectivement n'est pas au mieux de sa croissance, notamment avec la Chine. Du coup, est-ce qu'il reste des havres de sécurité ou de paix pour investir, bon, peut-être pas sur cette fin d'année, si on se projette sur 2016, David Calfon? Alors oui, il y a toujours des opportunités, effectivement. Nous, on va les chercher essentiellement sur les marchés actions pour l'année prochaine. Et ce que l'on va regarder finalement, parce qu'on parle beaucoup d'économie, etc., mais ce que l'on achète, ce sont des entreprises. Et donc nous, on porte beaucoup d'attention à la dynamique bénéficiaire des différents marchés. Et on se rend compte, là on est en train de s'approcher de la fin de l'année 2015, eh bien c'est la deuxième année consécutive que le Japon, le marché des actions japonaises affiche la meilleure performance de tous les pays développés. Et il y a une raison qui est assez simple, c'est que c'est un marché qui bénéficie d'une dynamique bénéficiaire extrêmement positive. Donc le marché cette année a progressé en performance, il y a une performance positive, mais il n'est pas devenu plus cher parce que dans le même temps, cette hausse a été complètement justifiée par l'augmentation des bénéfices. C'est vrai que le Japon, en tout cas la banque a été relativement active. La Banque du Japon, hein, donc, qui a dit récemment qu'elle n'augmenterait pas son quantitative easing. Pour autant, on pense qu'elle va agir peut-être dans le premier, deuxième trimestre. Effectivement, elle pourrait le faire. Ce qu'il faut voir, c'est le niveau de détermination qu'a la Banque centrale japonaise pour vraiment agir de concert avec l'exécutif pour sortir le pays de la déflation et relancer l'économie. Donc on a vraiment un tandem avec d'un côté le gouvernement de Shinzo Abe qui est en train de pousser des réformes structurelles, qui comme toute réforme structurelle prennent beaucoup de temps, mettent du temps à être acceptées, à passer dans les mentalités, etc. Mais il y a eu des avancées très significatives. Et de l'autre côté, pendant ce temps, pour faire passer ces réformes structurelles, une politique monétaire extrêmement accommodante. C'est un petit peu le tandem que voudrait bien avoir Mario Draghi en Europe. Donc on reste
vous restez positionné sur le Japon pour 2016? Oui, tout à fait, ça sera une composante importante de notre allocation d'actifs pour l'année prochaine, avec en deuxième choix le marché des actions européennes et effectivement en troisième et dernière position le marché américain sur lequel je partage un peu les inquiétudes de Thomas. Thomas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette allocation? Vous êtes spécialiste plutôt de l'Europe avec un… Oui, plus de l'Europe, donc, oui, je pense qu'effectivement, le Japon est peut-être une zone encore propice pour l'année prochaine. Nous, effectivement, c'est plus le stock picking en Europe, donc la sélection de titres au cas par cas. Je vous disais, effectivement, avec le repli de presque 10% quand même des marchés européens, on trouve des opportunités intéressantes aujourd'hui. On reste toujours à l'écart des secteurs pétroliers, services pétroliers, utilities classiques, le luxe aussi, parce qu'il y a cette composante émergente qui nous pose problème. Donc on est vraiment, la stratégie, c'est de se focaliser sur les acteurs domestiques européens. Et on a notamment renforcé récemment Europcar, dont 93% de son chiffre d'affaires est réalisé en Europe, avec une histoire de redressement, des marges très intéressantes, un plan très convaincant de la part du nouveau management. Donc ça, c'est typiquement les titres qu'on favorise. Donc stock picking Oui, en Europe. Plus que jamais. On va en parler, on va faire un petit florilège des valeurs en deuxième partie d'émission. Juste, je voulais aborder avant la pause, évidemment, la réunion de la Fed demain. Enfin, Jeannette qui va enfin parler. On l'attendait depuis quoi? Depuis juin maintenant, ce relèvement des taux. Ça fait 2 ans que la Fed essaye de préparer le marché à une remontée des taux. 2 ans quand même. Donc, bah oui, c'est Bernard qui l'avait évoqué effectivement en 2013 et avec des conséquences compliquées sur les émergents notamment. Oui. Est-ce que qu'est-ce qu'on attend de demain de cette Fed? C'est plutôt dans le discours? Une hausse des taux de 25 points de base. Et je pense qu'on peut voir dans le meeting de la Fed de cette semaine l'une des raisons de la décision de la BCE d'il y a 2 semaines. Je pense que de ne pas trop en faire pour laisser la porte ouverte. Exactement. Parce que si la BCE avait été trop agressive, on aurait eu un euro-dollar qui serait tombé à 1,05, 1,03. On sait que le dollar fort, ça pénalise et les sociétés américaines et les marchés émergents, 2 sujets qui sont très sensibles aux yeux de Janet Yellen. Donc là, finalement, on sent qu'il y a eu un jeu collaboratif, et c'est très bien, entre les banques centrales. La BCE n'en a pas trop fait, l'euro-dollar est remonté vers 1,10. Janet Yellen peut maintenant monter les taux et avoir un discours, on l'espère, un peu plus positif sur l'économie américaine. La fenêtre de tir de Janet Yellen, elle est très très courte. Parce qu'au premier trimestre, on va tomber dans l'hiver américain qui est souvent très négatif pour l'économie à cause des facteurs météo et climatiques. Après, c'est la campagne électorale et la Fed a horreur d'intervenir dans les élections américaines. Donc, c'est un petit peu maintenant ou bien maintenant. Bon, d'accord avec le constat? Tout à fait. D'ailleurs, le marché ne se trompe pas. Enfin, 80% du marché de taux anticipe une remontée des taux cette semaine. Je pense qu'effectivement, je partage tout à fait ce que dit David sur ce timing crucial. Je pense qu'elle ne peut pas faire marche arrière. Et après, par contre, je nuancerais peut-être sur le discours. Je pense qu'elle aura un discours plutôt prudent sur la croissance américaine et la solidité de la croissance. Ouais, discours prudent, Colombe, Janet Yellen, on voit dans la petite illustration qui est passée entourée de Colombe, effectivement. On verra ça de toute façon, la réponse qui va arriver très vite maintenant, ce sera demain soir et on suivra ça bien sûr avec nos experts. Messieurs, vous restez avec nous, vous aussi qui nous regardez. Dans un instant, justement, on va parler allocation et valeurs. Quelles sont les valeurs à sélectionner pour 2016? A tout de suite dans la deuxième partie de Direct Gestion.